Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, un malaise profond s'installe, lentement, insidieusement, au cœur du Mistral. Rien n'explose immédiatement. Aucun cri. Aucun coup de feu. Et pourtant, tout menace de s'effondrer. Car parfois, ce sont les silences, les réactions inattendues et les obsessions inexpliquées qui révèlent les affaires les plus troublantes. Vendredi dernier, Noémie et Vadim ont été agressés en pleine rue. Un acte brutal, soudain, qui aurait pu laisser des séquelles lourdes. Mais contre toute attente, ce n'est ni la peur, ni la violence, ni même l'identité de l'agresseur qui obsède Noémie. Ce qui la hante, ce qui la consume jour et nuit, c'est la disparition de son ordinateur. Un objet en apparence banal mais qui semble contenir bien plus que de simples fichiers universitaires. Pourquoi cette jeune femme paraît-elle davantage détruite par la perte de son mémoire que par l'agression elle-même? Que représentait réellement cet ordinateur pour qu'elle ait le sentiment que toute sa vie bascule sans lui? Et surtout, pourquoi cette réaction dérange-t-elle autant Patrick, pourtant habitué aux affaires les plus sombres, aux victimes les plus marquées, aux comportements post-traumatiques les plus complexes? Au commissariat, la tension est palpable. Vadim réclame des réponses. Patrick, partagé entre son rôle de commissaire et celui de père, tente de rester droit, professionnel, impartial. Mais très vite, la frontière devient floue. Il impose l'enquête comme une priorité absolue, provoquant un malaise au sein de son équipe. Morgan n'hésite pas à mettre des mots sur ce que beaucoup pensent tout bas, et si Patrick allait trop loin, aveuglé par un lien personnel qu'il ne peut nier? Sur le terrain, une découverte vient faire basculer l'affaire. Le sac de Noémie est retrouvé, dissimulé dans une bouche d'égout. Les papiers sont là. Intacts. Mais l'ordinateur a disparu. Et ce détail change tout. Car selon Idriss, il ne s'agirait pas d'un vol opportuniste qui aurait mal tourné, mais d'un acte ciblé, réfléchi, prémédité. Ce n'est peut-être pas l'objet qui intéressait l'agresseur mais ce qu'il contenait. En rentrant chez lui, Patrick tente de comprendre. Il parle avec Noémie, désormais baby-sitter des enfants, et observe une détresse silencieuse qui ne ressemble à aucune autre. Lorsqu'il évoque le contenu de son mémoire, une question s'impose, lourde de sous-entendus, ses recherches auraient-elles pu déranger quelqu'un? Noémie balaie cette hypothèse, évoquant la psychocriminologie. Un simple travail universitaire, selon elle. Rien de dangereux. Rien de compromettant. Mais le doute est déjà là. Et en soirée, tout bascule définitivement. Un message anonyme. Un nom inquiétant. Une phrase glaçante, adressée directement à Patrick, visant ce qu'il a de plus précieux, sa famille. Une menace sans détour, accompagnée d'une photo troublante de Noémie, qui vient donner un tout autre éclairage à l'agression, à son obsession, à ses silences. À partir de cet instant, plus rien n'est sûr. La confiance se fissure. Les certitudes s'effondrent. Et une question devient impossible à ignorer. L'agression de Noémie était-elle vraiment le fruit du hasard? Ou le premier acte d'une affaire bien plus sombre, bien plus dangereuse, qui pourrait frapper au cœur même de la famille de Patrick? On analyse tout cela ensemble, en détail, juste après. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, un malaise profond s'installe autour de Noémie, et Patrick commence à se poser des questions de plus en plus inquiétantes à son sujet. Depuis l'agression survenue en pleine rue, vendredi dernier, Noémie ne parvient plus à retrouver le moindre apaisement. Aux côtés de Vadim, elle a vécu un moment de violence brutale, imprévisible, qui aurait pu laisser des séquelles durables. Pourtant, contre toute attente, ce n'est ni la peur de recroiser son agresseur ni le besoin de comprendre ce qui s'est réellement passé qui la hante le plus. Ce qui obsède Noémie, ce qui la consume de l'intérieur, c'est la disparition de son ordinateur. Plus les heures passent, plus l'angoisse s'intensifie. Cet ordinateur n'était pas un simple objet du quotidien, il contenait l'intégralité de son mémoire, des mois de travail, de recherche et d'efforts accumulés sans la moindre sauvegarde. Pour Noémie, la perte est irréversible. Dans son esprit, tout est déjà terminé. Son année universitaire lui semble désormais condamnée, balayée en une seule soirée par un acte de violence absurde. Son attitude interpelle Patrick.
Là où il s'attendait à voir une jeune femme traumatisée par l'agression elle-même, il découvre quelqu'un de presque détaché du danger encouru, focalisé uniquement sur ce qu'elle a perdu intellectuellement. Ce décalage le trouble profondément. Pourquoi Noémie minimise-t-elle autant l'attaque? Pourquoi refuse-t-elle d'accorder de l'importance à l'homme qui s'en est pris à elle? Derrière cette obsession pour son mémoire disparue, Patrick presse quelque chose de plus grave, de plus enfoui. Une détresse silencieuse, peut-être, ou un secret que Noémie tente de dissimuler sous une apparente rationalité. Plus il l'observe, plus ses certitudes vacillent. Et une question commence à s'imposer, sourde et inquiétante. Noémie est-elle vraiment celle qu'elle prétend être, ou cette agression n'a-t-elle fait que révéler une fragilité bien plus profonde que personne n'avait encore vue? Dans la matinée, Vadim pousse la porte du commissariat, le visage fermé, les traits tirés par une nuit trop courte. Depuis l'agression, le temps lui semble suspendu. Chaque heure qui passe sans nouvelles alourdit un peu plus sa colère et son sentiment d'impuissance. Il ne vient pas seulement chercher des informations, il a besoin de sentir que l'affaire avance, que ce qui leur est arrivé, à lui et à Noémie, n'est pas en train d'être relégué au rang de simples faits divers. Il demande à voir Patrick. Face à lui, Patrick adopte immédiatement sa posture professionnelle. Le ton est calme, mesuré, presque administratif. Il explique que l'enquête suit son cours, que les premières vérifications sont en cours de traitement. Les images de vidéosurveillance doivent être analysées, les signalements recoupés, les patrouilles mobilisées. Rien n'est figé, mais rien ne peut aller aussi vite que Vadim le souhaiterait. Dans ce genre d'affaires, chaque détail compte, et la précipitation serait contre-productive. Vadim encaisse difficilement cette réponse. Il sent monter en lui une frustration sourde. L'attente devient insupportable, d'autant plus que les conséquences de l'agression sont bien réelles. Ce n'est pas seulement un choc physique ou émotionnel, c'est toute la vie de Noémie qui vacille à cause de cet ordinateur disparu. Patrick perçoit ce trouble. Et, imperceptiblement, son discours change. Derrière le commissaire, le père biologique reprend sa place. Il assure alors à Vadim qu'il ne lâchera pas l'affaire. Qu'il fera le nécessaire, dans le cadre strict de la loi, pour identifier leur agresseur. Et surtout, qu'il mettra tout en œuvre pour tenter de retrouver l'ordinateur le plus rapidement possible, conscient de l'importance capitale qu'il représente. Ce moment est chargé d'une tension particulière. Patrick marche sur une ligne étroite, entre son devoir d'impartialité et l'implication personnelle qu'il ne peut nier. Il ne fait pas de promesses irréalistes, mais son engagement est sincère. Il sait que chaque jour sans réponse accentue le désespoir de Noémie et la rage contenue de Vadim. En quittant le commissariat, Vadim n'est pas totalement rassuré. Mais la parole de Patrick agit comme un fragile point d'ancrage. Une promesse discrète, presque silencieuse, que cette agression ne sera pas oubliée, et que justice finira par suivre son cours, même si le chemin s'annonce long et éprouvant. Dans les couloirs du commissariat, l'atmosphère se durcit brusquement. Patrick convoque Morgan sans détour. Le ton est ferme, sans ambiguïté. L'affaire de l'agression de Vadim et Noémie doit désormais passer au premier plan. Il lui demande clairement de mettre les bouchées doubles. Les recherches doivent s'intensifier, les pistes être exploitées sans relâche, les vérifications accélérées. Plus question de laisser cette enquête traîner. Patrick est catégorique. À partir de maintenant, retrouver l'agresseur et l'ordinateur volé devient une priorité absolue. Mais la réaction de Morgan est immédiate. Elle ne cache pas son malaise, ni son agacement. Elle ose mettre des mots sur ce que beaucoup pourraient penser tout bas. Selon elle, Patrick franchit une ligne dangereuse. Cette soudaine urgence lui semble dictée par une raison personnelle plus que professionnelle. Vadim est son fils, et Morgan ne peut s'empêcher d'y voir une forme de favoritisme. Une décision qui, à ses yeux, risque de brouiller les règles et de fragiliser l'équilibre du commissariat. La tension monte d'un cran. Patrick se redresse. Son regard se durcit. Le commissaire reprend immédiatement la main, rappelant sans détour le cadre et la hiérarchie. Sa réponse est sèche, tranchante, sans place pour la discussion. Jusqu'à preuve du contraire, le patron ici, c'est lui. Il ne nie pas la complexité de la situation, mais refuse catégoriquement que son autorité soit remise en question.
Pour lui, il ne s'agit pas de favoritisme, mais d'une affaire grave, impliquant une agression violente et un vol aux conséquences lourdes. Et tant qu'il est à la tête du commissariat, il assumera ses décisions, quelles que soient les suspicions qu'elles suscitent. Morgan encaisse le recadrage. Le message est clair. Le débat est clos. Derrière cette confrontation se dessine une fracture plus profonde. Patrick marche sur une ligne dangereuse, tiraillée entre son rôle de père et celui de commissaire. Morgan, elle, repart avec une mission claire, mais aussi avec un doute persistant. Dans cette affaire, la frontière entre justice et implication personnelle est plus fragile que jamais. Et au commissariat, chacun comprend désormais une chose, cette enquête ne sera pas une affaire comme les autres. Morgan et Idriss se rendent sur le lieu précis de l'agression, dans une zone désormais silencieuse, presque banale en apparence. Rien, à première vue, ne laisse deviner la violence qui s'y est jouée quelques jours plus tôt. Pourtant, les enquêteurs savent que chaque détail compte. Le moindre indice peut faire basculer l'enquête. Ils inspectent méthodiquement les environs, scrutent les trottoirs, les recoins, les zones d'ombre. Très vite, leur attention est attirée par une bouche d'égout légèrement déplacée. En s'approchant, Morgan remarque quelque chose à l'intérieur. Idriss soulève la plaque avec précaution. Au fond, coincé contre la paroi humide, se trouve le sac de Noémie. À l'intérieur, les papiers sont toujours là. Carte d'identité, documents personnels, tout y est. Trop propre. Trop intact. Rien ne semble avoir été fouillé au hasard. Une chose manque pourtant, et elle saute immédiatement aux yeux, l'ordinateur n'y est pas. Cette absence change la nature même de l'agression. Pour Morgan, le constat est glaçant. Le sac a été vidé de ce qui n'avait, en apparence, aucune valeur immédiate pour un voleur pressé. L'argent n'était pas la cible. Les papiers non plus. Quelqu'un a pris le temps de sélectionner ce qu'il emportait. Idriss, lui, ne tarde pas à formuler une intuition plus troublante encore. Selon lui, l'agresseur ne s'intéressait pas au matériel en tant que tel. Ce n'est pas l'ordinateur qui avait de la valeur, mais ce qu'il contenait. Des données. Des fichiers. Des informations précises. Peut-être même quelque chose que Noémie ignorait elle-même détenir ou dont elle sous-estimait l'importance. Cette hypothèse fait basculer l'enquête dans une toute autre dimension. Il ne s'agirait plus d'un simple vol opportuniste qui aurait dégénéré, mais d'un acte ciblé, réfléchi, prémédité. Une agression pensée pour récupérer un contenu précis, quitte à laisser derrière soi tout le reste. Face à la bouche d'égout désormais refermée, Morgan et Idriss échangent un regard lourd de sens. Ce qu'ils viennent de découvrir ne répond pas aux questions. Au contraire, cela en soulève de nouvelles, bien plus inquiétantes. Et une certitude s'impose peu à peu. Noémie n'a peut-être pas été agressée par hasard. En rentrant chez lui, Patrick retrouve une atmosphère inhabituellement silencieuse. La journée a été éprouvante, et l'enquête ne cesse de lui peser sur les épaules. Dans le salon, Noémie veille sur les enfants. Elle s'efforce de garder une apparence calme, presque appliquée, mais son regard trahit une fatigue profonde, un découragement qu'elle ne parvient plus à masquer. Patrick engage la conversation avec précaution. Il revient sur l'agression, sur ce qu'elle a vécu. Les mots sont choisis, mesurés. Il ne cherche pas à la brusquer, conscient que chaque détail ravive une blessure encore vive. Puis il lui annonce ce que l'enquête a permis d'établir jusque-là, son sac a été retrouvé. L'espace d'un instant, une lueur d'espoir traverse le visage de Noémie. Mais elle s'éteint presque aussitôt. Patrick précise que l'ordinateur n'était pas à l'intérieur. Le choc est immédiat. Noémie encaisse la nouvelle sans un mot. Son visage se ferme, ses épaules s'affaissent. Ce qu'elle redoutait le plus se confirme. Ce n'est plus une crainte abstraite, mais une réalité brutale. Sans cet ordinateur, elle a le sentiment que tout s'effondre. Des mois de travail, d'efforts, de nuits passées à écrire et à analyser, réduits à néant. Elle ne parle pas d'agresseur, ni de peur. Elle parle d'échec, de vide, d'une année universitaire qu'elle estime déjà perdue. Patrick observe ce désespoir avec une inquiétude croissante. Cette réaction, toujours centrée sur le mémoire plus que sur la violence subie, le trouble profondément. Alors,
presque instinctivement, il pose la question qui le hante depuis le début de l'affaire. Il lui demande si le sujet de son mémoire pourrait déranger quelqu'un, si ses recherches touchent à quelque chose de sensible, susceptible de provoquer une réaction aussi ciblée. Noémie relève la tête. Sa réponse est immédiate, presque défensive. Elle affirme qu'il n'y a rien de dangereux dans son travail. Son mémoire porte uniquement sur la psychocriminologie. Une discipline théorique, universitaire, sans lien direct avec des personnes réelles ou des affaires en cours. Rien qui, selon elle, puisse nuire à qui que ce soit. Patrick acquiesce, mais le doute demeure. Le mot résonne dans son esprit. Psychocriminologie. Une thématique qui, même abordée de manière académique, peut parfois effleurer des zones sensibles. Il n'insiste pas davantage, conscient que Noémie est déjà au bord de l'effondrement. La discussion s'achève dans un silence pesant. Noémie retourne à ses tâches, mécaniquement. Patrick, lui, reste pensif. Plus les éléments s'assemblent, plus une impression diffuse s'impose, derrière cette agression, il y a peut-être autre chose qu'un simple vol qui a mal tourné. Et ce que contenait l'ordinateur de Noémie pourrait bien être au cœur de cette affaire. En soirée, le calme apparent de l'appartement contraste violemment avec l'agitation intérieure de Patrick. La journée a laissé des traces. Autour de lui, tout semble pourtant ordinaire. Trop ordinaire. C'est dans cette atmosphère trompeuse qu'il confie enfin à Babette ce qu'il garde sur le cœur depuis des heures. Il lui parle de Noémie. De sa détresse silencieuse. De cette jeune femme qui continue à s'occuper des enfants malgré le choc de l'agression, malgré la perte de son ordinateur, malgré l'effondrement progressif de tous ses repères. Patrick avoue avoir de la peine pour elle. Une peine sincère, presque lourde. Il voit bien qu'elle ne va pas bien, qu'elle s'accroche, mais que quelque chose en elle est déjà en train de céder. Babette l'écoute, attentive, inquiète elle aussi. Elle sent que cette histoire dépasse le simple cadre professionnel, qu'elle s'infiltre insidieusement dans leur quotidien, dans leur foyer. Puis tout bascule. Le téléphone de Patrick vibre. Une notification. Un message inattendu. Il jette un œil distrait, avant de se figer. L'expéditeur ne lui dit rien. Un nom étrange, presque irréel, Morpheu. Il ouvre le mail. Le message est court. Sec. Glacial. Noémie Blomet n'est pas celle que vous croyez. Elle va détruire votre famille. Les mots frappent comme une décharge. Aucun détail. Aucune explication. Juste une menace, frontale, brutale, calculée pour semer le doute. En pièce jointe, une photo apparaît à l'écran. Une image inquiétante de Noémie, capturée dans des conditions troubles, qui donne soudain une autre lecture à tout ce qu'il croyait savoir d'elle. Le silence devient oppressant. Patrick sent son estomac se nouer. Son regard se durcit. Ce message ne ressemble en rien à une plaisanterie ou à une provocation gratuite. Il est trop précis. Trop ciblé. Et surtout, il touche là où ça fait le plus mal, sa famille. Babette comprend immédiatement que quelque chose de grave vient de se produire. Elle voit le visage de Patrick se fermer, son calme apparent voler en éclats. Ce mail agit comme un poison lent, réveillant tous les doutes accumulés depuis l'agression, depuis l'obsession de Noémie pour son ordinateur disparu, depuis ce sentiment diffus que certaines pièces du puzzle ne s'emboîtent pas. Une certitude s'impose alors, terrifiante. L'agression de Noémie n'est peut-être que la partie visible d'une affaire bien plus sombre. Et ce message signé Morpheu pourrait marquer le début d'une menace directe, non seulement contre Patrick mais contre toute sa famille. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, la confiance vient de se fissurer. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Et à cet instant précis, tout change. Ce qui ressemblait à une simple agression de rue prend une dimension bien plus inquiétante. Derrière la perte d'un ordinateur, derrière le silence de Noémie et son obsession presque irréelle pour son mémoire disparue, se dessine désormais l'ombre d'une menace organisée, méthodique, ciblée. Le message de Morpheu ne laisse aucune place au doute, quelqu'un observe, quelqu'un sait, quelqu'un agit dans l'ombre. Pour Patrick, le choc est brutal. Lui qui croyait maîtriser les règles,
séparer clairement son rôle de commissaire de celui de père, se retrouve pris au piège d'une affaire qui touche directement sa famille. Chaque indice devient personnel. Chaque décision pèse double. Et chaque doute le ronge un peu plus. Peut-il encore être totalement impartial quand la sécurité des siens semble menacée? Noémie, elle, demeure une énigme. Fragile, épuisée, obsédée par ce qu'elle a perdu, mais étrangement silencieuse sur ce qu'elle a vécu. Est-elle simplement une victime dépassée par la violence et la pression universitaire ou cache-t-elle, volontairement ou non, une vérité capable de tout faire basculer? Son ordinateur n'était peut-être pas qu'un outil de travail. Il pourrait être la clé d'un secret bien plus lourd que ce qu'elle imagine. Au commissariat, l'atmosphère s'est alourdie. Les lignes bougent. Les certitudes vacillent. L'enquête ne fait que commencer, mais elle promet déjà de laisser des traces profondes, humaines, irréversibles. Car lorsque la menace s'infiltre dans l'intime, lorsque la confiance se fissure au sein même de la famille, plus rien ne se règle comme avant. Et désormais, une seule chose est sûre. Cette affaire ne sera pas une enquête comme les autres. La vérité, quand elle éclatera, risque de tout emporter sur son passage. Alors restez bien avec nous, car dans Plus belle la vie, encore plus belle, les apparences sont souvent trompeuses et certains secrets sont prêts à détruire bien plus qu'on ne l'imagine.